Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Tout de suite, les titres que nous développerons dans ce journal. Nous vous parlerons du prochain Monaco Jazz Festival qui se tiendra à la fin du mois de novembre en principauté. Actuellement, la cathédrale et le théâtre de délicats travaux, le dé de l'édifice, se préparent à partir en Chine. Un mot sur la situation politique française au lendemain de l'élection du président Macron. Nous vous parlerons aussi dans cette édition du 32e concours européen d'éducation routière qui se déroule actuellement en Albanie et à laquelle participent 4 jeunes de la principauté. Et puis nous refermerons ce journal avec Dominique Poulain qui nous fera voguer avec la Monaco Classic Week. Et pour ouvrir ce journal, la nomination de Laurent Anselmi en qualité de directeur des services judiciaires et président du Conseil d'État suite au départ de Philippe Narmineau. Les explications de Fabien Bonilla. Le prince Albert II a accepté la demande de Philippe Narmineau, directeur des services judiciaires et président du Conseil d'État, de faire valoir ses droits à la retraite anticipée. Il salue cette décision qui honore ce haut serviteur de l'État et marque son attachement à la prééminence de l'intérêt général. Il lui exprime sa considération, lui confère l'honorariat et le renouvellement dans ses fonctions de vice-président de la Croix-Rouge monégasque. Laurent Anselmi, délégué aux affaires juridiques auprès du gouvernement, succédera dans les prochains jours à Philippe Narmineau en qualité de directeur des services judiciaires et président du Conseil d'État. Le prince souverain réaffirme sa confiance dans les institutions judiciaires qui ne sauraient fonctionner que dans le respect des principes, droits et libertés constitutionnellement garantis. Il faut savoir que l'annonce de Philippe Narmineau à renoncer à la poursuite de ses fonctions de directeur des services judiciaires a été faite par la voie d'un communiqué. Dans celui-ci, il expose que les mises en cause personnelles dont il fait l'objet et les attaques répétées subies par l'institution judiciaire ne lui permettent plus d'en assurer convenablement la charge. Cette décision de retrait est, je cite, « avant tout commandée par l'intérêt supérieur de la justice monégasque qui doit pouvoir continuer à s'accomplir avec la sérénité requise ». Philippe Narmineau poursuit en mentionnant qu'il retrouvera de ce fait sa liberté de parole et d'action après près de 40 ans passés au service de la justice, durant lesquels il n'a jamais cessé de faire prévaloir les principes garants de son bon fonctionnement. Vous le savez, après un siècle d'attente, hier Paris a été désigné officiellement ville hôte pour les Jeux Olympiques de 2024. Lors de cette annonce, le prince souverain se trouvait à Lima, au Pérou. Je vous propose d'écouter la réaction d'Yvette Lambin-Berty, la secrétaire générale du Comité olympique monégasque. Une annonce qui n'était pas une surprise, mais qui est désormais officielle. Ce n'est pas une surprise puisque dans cette candidature, cette double candidature avec les États-Unis, ça a été quand même une avancée, un beau moment pour le mouvement olympique. Mais il est vrai que tant qu'on n'est pas dans l'instant solennel de l'attribution, on le sait, ils y croient, mais là, ça a été un moment d'émotion. Et je pense que l'émotion n'a pas été gâchée du tout. Je l'avoue, en l'ayant suivi en direct, j'ai éprouvé cette émotion. Il faut dire que nous avons eu cette émotion un jour, c'était en 1993, lors de l'organisation de la session, où il y a eu le vote pour Sydney, pour les Jeux de l'an 2000, ici même, dans ce stade. Et voilà. Donc oui, c'est très beau. Moi, je suis très heureuse pour le comité de candidature et je crois qu'on peut vraiment les féliciter. Ils ont mené une candidature sérieuse, respectueuse de l'agenda 2020, qui d'ailleurs avait été adopté à Monaco lorsque nous avons fait la session en 2014. Et je pense que, évidemment, maintenant, tout va être mis en œuvre pour que ce soit quelque chose de très réussi. Et je pense que cette candidature, au-delà de l'organisation, qui va être très importante, va générer auprès de la jeunesse française un engouement pour le sport. Les dispositions déjà sont quasiment prises pour développer ce sport dans toutes les régions. Et c'est là donc que ce voisinage, je l'espère et je le souhaite ardemment, puisse nous permettre, avec le concours des autorités monégasques, des pouvoirs publics et de nos fédérations, d'inscrire dans cette spirale d'excellence qui va se mettre en œuvre nos sportifs monégasques qui seront susceptibles de participer aux Jeux de 2024 à Paris. L'an dernier, une équipe de Monaco Info avait rencontré Tony Estanguet à Rio, à la Maison de France, lors des Jeux Olympiques d'été de 2016. Il avait exprimé son sentiment au micro d'Émilie Rousseau. Écoutez, on a vraiment un projet fantastique, c'est vrai qu'on est très heureux, on part vraiment d'une base très solide, on a
la conviction qu'on peut organiser des jeux incroyables parce que voilà, il y a un mélange de sites existants qui est juste incroyable avec des sites qui sont reconnus. Aussi un mélange de sites iconiques comme la Tour Eiffel, comme les Invalides, comme le Grand Palais, les Champs-Élysées, vraiment le Château de Versailles. Enfin, il y a beaucoup de sites aussi qu'on va utiliser pour faire vraiment une belle célébration des jeux. Et en même temps, on a la conviction que ce projet ne gagnera qu'à la condition de réussir à mobiliser, à engager, à partager ce projet en France et à l'international. Donc c'est l'objet de notre présence ici. Et les retours pour l'instant sont plutôt positifs parce que c'est vrai que c'est un projet qui est relativement responsable. Retour à présent en principauté, en bref et en images. Après la défaite contre Nice dans le derby, l'AS Monaco a ramené un match nul 1-1 en Ligue des Champions face à Leipzig. Les Monégasques obtiennent ainsi un point intéressant pour leur premier déplacement en C1. Les Rouges et Blancs donnent d'ores et déjà leur rendez-vous européen le 26 septembre prochain avec la venue de Porto en Principauté. Dans le cadre du marathon de lecture, la Fondation Prince-Pierre a permis aux lecteurs de se retrouver autour d'un thé littéraire ce mercredi à la bibliothèque Louis Notary. Vous le voyez sur ces images, il s'agissait avant tout d'un moment privilégié d'échange et de discussion sur les ouvrages retenus par le jury. Maintenant, parlons musique et plus particulièrement du prochain Monte Carlo Jazz Festival qui se déroulera fin novembre en Principauté. Une conférence de presse vient d'être donnée à la salle Garnier. Demandez le programme avec Fabien Bonilla. La 12e édition déjà du Monte Carlo Jazz Festival, elle vient d'être présentée à la presse dans l'écrin de l'Opéra Garnier, là où tout se passera. Du 16 novembre au 2 décembre, une édition qui permettra une fois de plus de découvrir les nouveaux talents d'aujourd'hui ou de redécouvrir les stars du jazz. 8 soirées au total dans des styles totalement éclectiques. L'idée, c'est de montrer quand même que le jazz est une musique d'ouverture. Et puis qu'en fait, on n'est pas là pour se limiter, on est là pour se faire plaisir pendant ce festival à travers plein de musiques différentes qui vont de Marcus Miller à Texas, en passant par la triplette de Belleville et en finissant par Christophe, par exemple. Donc oui, c'est une vraie volonté d'amener le public à Garnier, une vraie volonté de montrer que le jazz aujourd'hui, ça existe et puis qu'il y a plein de choses à côté. Une édition donc particulièrement variée qui s'étale cette fois non pas sur 2 mais 3 week-ends. La programmation dans le détail, jeudi 16 novembre avec Cory Henry and the Funk Apostles, suivi du monstre sacré de la basse, Marcus Miller. Le vendredi 17 novembre, le pianiste français Laurent Coulondre, la chanteuse américaine Stacey Kent en collaboration avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le samedi 18 novembre, moins de jazz, l'homme qui chantait notamment les mots bleus, le célèbre Christophe. Le week-end suivant, le vendredi 24 novembre, une soirée féminine avec en première partie 3 musiciennes du groupe Sirius Plane, suivi du groupe Texas. Le samedi 25 novembre, le compositeur tunisien Dafer Youssef en première partie. Il cédera sa place à une collaboration musicale entre le pianiste Chick Corea et le batteur Steve Gadd. La dernière semaine de ce festival, jeudi 30 novembre, un hommage à Django Reinhardt, suivi par du flamenco avec Diego El Cigala. Vendredi 1er décembre, le saxophoniste James Carter, ainsi que les triplettes de Belleville. Et enfin, samedi 2 décembre, 3 jeunes filles sur scène, The Pupini Sisters. Et pour finir, un groupe de jazz new-yorkais qui a pris l'habitude de revisiter des standards à leur sauce, Scott Bradley, Postmodern Jukebox. À la rentrée prochaine, en septembre 2018, une immense exposition sera organisée par le Grimaldi Forum en Chine sur la thématique des princes et princesses de Monaco. L'une des pièces majeures qui sera montrée au grand public à cette occasion est un immense dé de velours dont la restauration vient de débuter. Le reportage de Patricia Navarro, de Serge Prémont et d'Olivier Bonello. Il était jusqu'à présent exposé dans la cathédrale de Monaco dans un grand cadre en verre. Ce dé de procession, créé en 1712, vient d'être décroché pour être restauré. Les spécialistes en charge de ces opérations délicates vont devoir faire un état des lieux avant de recréer une structure destinée à le porter pour lui restituer sa fonction initiale en hauteur. Ce qu'on commence à voir là, il y aura sans doute quand même un travail un peu structurel à prévoir puisque les
Toutes les broderies ont été réappliquées sur un nouveau velours, que certaines des coutures de l'époque ont déjà cédé. Donc là, il y a des zones de fragilité qui risquent de s'abîmer davantage au moment de la présentation. Donc on va avoir tout ça à reprendre. Ce dé était un élément essentiel du cérémonial princier lors des processions d'avènement et de mariage au XVIIIe et XIXe siècle. Il a été réalisé par l'un des brodeurs attitrés de Louis XIV. C'est une pièce au départ du XVIIIe siècle qui a été offerte par le prince Antoine Ier et son épouse Marie de Lorraine, d'où ces armoiries donc d'alliance, d'un côté Grimaldi, fuselé d'argent et de gueules, et de l'autre côté Lorraine Armagnac, en 1712 à l'ancienne église Saint-Nicolas. Mais qui ensuite, donc, et certainement dès 1715, dès le mariage de Louise Hippolyte avec Jacques de Matignon, a servi pour le cérémonial princier, donc chaque fois qu'il y avait besoin d'un dé sous lequel donc la famille princière prenait place. Une fois restauré, le dé sera exposé à partir du mois de septembre 2018 à la Cité interdite à Pékin. Il sera l'une des pièces emblématiques de l'exposition consacrée aux princes et princesses de Monaco. Et si nous parlions politique à présent, le professeur Jean-Claude Casanova a donné une conférence à l'hôtel Hermitage sur le thème « La situation politique française au lendemain de l'élection du président Macron ». Regardez plutôt ce reportage de Fabien Bonilla. Jean-Claude Casanova, professeur des universités, éditorialiste, membre de l'Institut de France, ancien conseiller de Raymond Barre, et la liste est longue. Ce spécialiste de la vie politique française était l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation. Il vient de donner une conférence dans la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage sur la situation politique française au lendemain des élections. Jean-Claude Casanova a tenté durant cette conférence de prévoir les 5 à 10 prochaines années de réussite ou pas d'Emmanuel Macron. Il faut partir de l'idée que c'est une situation tout à fait originale par rapport aux 20 précédentes années, si vous voulez. Beaucoup de gens comparent Macron avec De Gaulle en 58-62. Il y a des éléments proches. Il y a une espèce de retour à la monarchie présidentielle. Et un élément fondamentalement différent, c'est-à-dire que c'est une monarchie centriste. C'est-à-dire, en principe, c'est contradictoire. Et donc, c'est là le nœud du problème, si vous voulez, c'est que est-ce qu'une expérience centriste, c'est-à-dire qu'il y aura des ennemis à droite et à gauche, en définissant le centre comme ça, il y aura des ennemis à droite et à gauche. C'est une situation difficile parce qu'on reçoit des coups des deux côtés. Et c'est une situation qu'il a délibérément choisie, à laquelle incontestablement tout son programme correspond. Donc il fait un pari beaucoup plus grand que ne fait le modeste commentateur. La Monaco Méditerranée Foundation va organiser une fois de plus un nouveau cycle de conférences, environ 8 par an. Pas de thème particulier cette année, les invitations se feront au rythme de l'actualité. À chaque fois d'éminents spécialistes pour décoder cette actualité, tels que Hubert Védrine en novembre ou plus proche dans le temps, Thierry de Montbrial le 11 octobre. Il présentera son ouvrage « Vivre les temps du trouble ». Le 32e concours européen d'éducation routière. 4 jeunes de la Principauté participent actuellement à cette compétition qui se déroule en Albanie. La veille de leur départ, Fabien Bonilla et Serge Prémont les ont rencontrés. Ils sont 4, 2 garçons, 2 filles âgées de 10 à 12 ans. Ils représentent la Principauté en Albanie pour le 32e concours européen d'éducation routière de la FIA. Ce concours se déroule de ce jeudi à dimanche. Ils sont encadrés par 2 formateurs, un professeur d'éducation physique et un agent de police. Donc cette année, encore une fois, Monaco va participer à ce concours qui va permettre aux enfants de concourir sur un plateau dans lequel il va falloir faire preuve à la fois d'agilité au guidon d'un vélo et à la fois avoir des notions propres à la signalisation routière et à la prévention routière. Quel est l'intérêt pour des jeunes de participer à cette manifestation ? Alors, la première chose, c'est l'échange qu'il peut y avoir entre ces enfants auprès de ces nations. Connaître un pays différent chaque année, c'est une grande richesse, c'est un enrichissement. Et ensuite, c'est être capable très tôt de savoir quels sont les dangers que l'on peut éviter sur la route. Sarah, Laurent, Tom et Aurore ont été sélectionnés suite à diverses épreuves théoriques et pratiques portant sur la sécurité routière. Ils représentent donc Monaco dans ce concours européen. C'est une opportunité pour représenter la Principauté, pour rendre fiers les autres. Je suis très honorée d'y aller et on va essayer de faire de notre mieux. Je suis très contente d'être
d'être sélectionné pour partir en Albanie. Enfin, c'est bien. Après les vacances, encore des vacances. Ce concours se déroule cette année à Tirana, en Albanie. 25 équipes venues de toute l'Europe sont en compétition. Au programme, 4 épreuves pratiques à vélo portant sur la maniabilité et sur le respect de la signalisation routière, mais également 4 épreuves théoriques basées sur l'observation et les dangers de la route, pour finir par un concours de dessin. Cette aventure s'achèvera pour ces jeunes ce dimanche. Vous les voyez derrière moi, organisés tous les 2 ans par le Yacht Club. La Monaco Classic Week vient de larguer les amarres. Cette 13e édition réunit une nouvelle fois l'élite du yachting de tradition qui permet au public de découvrir des bateaux d'époque soigneusement entretenus. C'est le Focus Info de Dominique Poulain. Régates, courses de régularité et courses de vitesse animent le plan d'eau de Monaco à l'occasion de la Monaco Classic Week, l'un des plus importants rendez-vous de voile classique organisé tous les 2 ans par le Yacht Club de Monaco. Et pour la 13e édition, c'est une nouvelle fois un plateau exceptionnel de yachts à voile et à moteur qui sont amarrés au pied du Yacht Club. C'est tout à fait un voyage dans le temps, c'est un voyage dans le temps mais qui va au-delà du bateau puisque ça nous permet de voir aussi les tenues vestimentaires, ça nous permet aussi de voir comment étaient les voitures à cette époque-là, comment était la navigation et là il y a beaucoup de questions parce qu'on se demande vraiment comment ils arrivaient à naviguer, comment ils arrivaient à faire des trajets comme ça sans les aides que nous avons aujourd'hui, quoi. Au total, ce sont une 60aine de voiliers de tradition qui participent à l'événement, mais aussi des moteurs yachts d'époque et des canots automobiles. Cette biennale témoigne aussi de l'attachement du Yacht Club au patrimoine maritime navigant. C'est l'occasion de faire passer le message que le yachting en principauté, ça date depuis très très longtemps et puis cette magnifique exposition qui est là prouve que le port est quand même le centre des préoccupations depuis très très longtemps. On voit des projets d'amélioration de port qui étaient présentés en 1862, qui sont intéressants et qui pourraient être encore intéressants aujourd'hui. Il y a des choses, vraiment, je crois que ça repositionne Monaco tout à fait autour du port, comme est conçue cette ville. Et puis ce yachting que l'on regroupe aujourd'hui dans un vaste projet que le Yacht Club a mis en place il y a quelques années, qui s'appelle Monaco Capitale du Yachting, qui comprend un cluster, qui comprend une école maintenant, et puis différentes choses. Mais Monaco reste quand même une destination du yachting et j'espère qu'on va y travailler encore et encore améliorer cette destination. En parallèle des régates se déroule la Belle Classe Restauration, un concours d'élégance qui récompense le bateau respectant le plus son caractère d'origine. C'était comme ça. Le rouf était comme ça. Le rouf était comme ça. On n'a pas changé. Là, moi, je trouve ces roufs-là très fragiles parce que il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois, tu vois. Donc, il était comme ça quand on l'a eu, le bateau. Un jury composé de spécialistes reconnus de l'histoire du yachting visite l'ensemble des bateaux afin d'évaluer la qualité de leur restauration. On vise à avoir la plus grande authenticité, non seulement dans la restauration, mais également dans la façon de mener le bateau. C'est pas juste une question de vernis ou une question de polir, c'est aussi une question de connaissance, de mode de vie, de recherche, non seulement la recherche de l'objet, mais également la recherche du geste. Parce que ce sont des bateaux qui sont extrêmement difficiles à mener, extrêmement différents des bateaux modernes. Donc notre rôle en tant que jury, c'est de vérifier que toute cette démarche est bien observée, que ce que nous avons devant nous, c'est bien un bateau authentique et pas une réinterprétation, à la manière de un exercice de style. Ici, c'est du vrai et rien que du vrai. Du côté des côtes auriques, Viola, un voilier de 15,50 m qui fêtera
ses 110 ans l'année prochaine. Nous avons rencontré son 14e propriétaire, ou plutôt son 14e keeper. Pourquoi vous n'aimez pas le terme de propriétaire ? Parce que je pense que ce sont des êtres intemporels, ces bateaux classiques à voile. Ils n'appartiennent à personne. Nous ne serons plus là malheureusement quand eux continueront d'exister et de faire plaisir à ceux qui les regardent. Donc on ne peut pas être propriétaire de quelque chose qui va plus loin que sa propre vie. Comment on fait pour garder un bateau dans cet état? Parce qu'on sait que ce bateau a plus de 100 ans. Je dirais, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'amour. Beaucoup d'amour et d'attention, avec peu importe les moyens que l'on ait, c'est le temps qu'on peut y consacrer et la qualité des mains aussi qui s'en occupent. Dans toutes ces attentions, les détails, c'est de l'amour. Viola a la particularité d'être un bateau rapide en mer et chaleureux à terre, car l'intérieur ressemble plus à un pub écossais qu'à une cabine. Cet homme est appelé Monsieur Nœud dans le milieu du yachting. Il aide les équipages des voiliers à réaliser quelques petits travaux. Je suis en train de faire un œil. Un œil épicé. Un œil épicé. Ou une épissure. D'accord, mais une épissure, c'est deux cordages qui se rejoignent. Là, on fait juste un œil. C'est pour les écoutes de phoque. Les écoutes, ce sont des cordages qui servent à régler la tension de la voile. Autre curiosité, Moonbeam 4. Un voilier de 32 mètres datant de 1915, ce bateau a appartenu dans les années 50 au prince Rainier III. On dit même que c'est à son bord que Grace Kelly et Rainier III ont passé leur voyage de noces. Aujourd'hui, il est la propriété d'un Hollandais domicilié à Monaco. Ce bateau a plus de 100 ans et en 1920, il a gagné le King's Cup. Il a battu le roi d'Angleterre, il a battu des bateaux beaucoup plus grands que lui. En 23, il a retiré, il a encore gagné le King's Cup. Et vous l'achetez pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il est beau? Parce qu'il y a une histoire derrière? Pour quelle raison exactement? C'est le plus beau. C'est pas compliqué, c'est le plus beau. La Classic Week, c'est aussi le concours des chefs. Les équipages doivent cuisiner à bord un menu imposé par un grand chef, en faisant preuve de créativité. Au menu de la 13e édition, une bouillabaisse. Quelles sont les prévisions météorologiques pour les jours à venir? La réponse avec la météo. Vendredi, nuages avec un risque d'averse dans la soirée. Le mercure ira de 18 à 24 degrés. Samedi, le ciel sera partagé entre nuages et apparition du soleil. Les températures resteront supérieures au normal. Dimanche, le soleil sera de retour pour cette fin de week-end avec un thermomètre très agréable. En début de semaine, un temps ensoleillé malgré quelques nuages avec une maximale de 24 degrés. Et enfin mardi, belle journée et pas de changement notable pour les températures. Ce journal est à présent terminé. N'oubliez pas notre application pour smartphone Monaco Info pour voir et revoir tous nos sujets. À très bientôt.